La chose dort depuis si longtemps qu'elle a oublié le temps. Cachée sous terre, elle attend l'heure. Elle dort, elle se réveillera un jour, quand la fin des êtres humains se rapproche. Chapitre 1. La chose. Mais, ces temps-ci, la chose dort mal. Des bruits la dérangent. La terre bouge autour d'elle, le monde bouge. Au fond de son sommeil, elle sent que l'heure arrive. Nidelbruck est une ville tranquille, au nord de la France. On y trouve des maisons fleuries, des jardins fleuris, des rues fleuries et, sur la place de la mairie, des fleurs de toutes les couleurs. Il ne se passe jamais rien ici. Et ce mercredi de septembre, tous les habitants regardent un camion noir. Il s'arrête devant la mairie. Le chauffeur descend, un papier à la main, et entre dans le bâtiment. Oui, l'heure arrive. La chose le sait, elle le sent, et elle se prépare à sortir. Alors, le monde sera à elle. La secrétaire secoue la tête. Non, nous n'avons pas de monsieur Schubert ici. Le chauffeur du camion s'étonne. Mais j'ai une caisse pour un certain René Schubert, fleuriste à Nidelbruck. C'est bien ici. La femme réfléchit un moment. Ah oui, je vois de qui vous voulez parler. Un vieil homme bizarre qui adorait les orchidées. Il est mort l'année dernière. Alors qu'est-ce que je vais faire, moi, avec ma caisse? Il faut bien que je la laisse quelque part. La femme demande. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette caisse? De la terre des Carpates. Ah? Oui, de la terre de cimetière. C'est très bon pour les orchidées. C'est aussi très très cher. Il y en a pour des milliers d'euros. Eh bien, mettez votre caisse ici, dans le sous-sol. Je vais prévenir monsieur le maire. Il téléphonera au fils de monsieur Schubert. Il viendra la chercher. D'accord? J'y vais. Derrière leur fenêtre, les habitants de Nidelbruck regardent le chauffeur descendre la caisse du camion. Une grande caisse de bois, très lourde. Le camion repart et plus rien ne se passe. La vie continue, comme tous les jours, à Nidelbruck. La chose se réveille enfin. Elle ouvre les yeux. Autour d'elle, c'est la nuit. Elle a dû dormir très longtemps. Et maintenant, elle a faim. Très très faim. Elle soulève le couvercle et sort de sa caisse. Il est tard. Nidelbruck s'endort. C'est une belle nuit d'automne. Toutes les fenêtres sont ouvertes. Dans sa chambre, Alex a allumé sa console de jeu. Dans le jeu vidéo, il est Kane, le chasseur de vampires. Il avance dans des couloirs sombres, son épée à la main. Quand un vampire l'attaque, il lui enfonce son épée dans le cœur. Alex Kane s'amuse comme un fou. Son père passe sa tête par la porte. Alex, il est tard. Encore 5 minutes, papa, s'il te plaît. Après, je vais dormir, je te le promets. D'accord, mais pas plus de 5 minutes. Promis, papa. Croix de bois, croix de fer, si je mens, je vais en enfer. Stéphane Allard sourit.
Il referme la porte de la chambre. La chose n'a pas mangé depuis de longues années. Elle sent une odeur de sang, tout près d'elle. Couché devant une porte, un clochard dort. La chose s'approche de lui comme une ombre. Alex tue son dernier adversaire. Il éteint la console et se tourne vers la fenêtre ouverte. Il sursaute. Il voit une ombre sortir doucement du sous-sol. L'ombre traverse la place de la mairie. Et puis, il entend un cri bizarre. Alex secoue la tête. Il murmure « Je ne jouerai plus aussi tard. Je vois des vampires partout maintenant. » La chose boit le sang du clochard jusqu'à la dernière goutte. Mais elle a encore faim. Alors, elle cherche une autre victime dans les rues sombres de la ville. Chapitre 2. Un tueur dans la ville. 15 jours plus tard. Alex ouvre la porte. « Papa! Papa, je suis là !» Mais personne ne répond. La maison est vide. Son père n'est pas encore rentré. C'est normal, pense Alex, avec tout ce qui se passe. Monsieur Allard est le maire de la ville. Alors, avec tous ces meurtres bizarres, on a besoin de lui. Il y a des militaires partout. Ils ne laissent plus entrer personne à Needlebrook. Et personne ne peut plus sortir de la ville. Alex va dans sa chambre, pose son sac à côté du bureau. Sur le mur, une photo. Sur la photo, 2 jeunes qui se ressemblent. Ils se tiennent par le bras. Ils sourient. Alex pense à sa sœur. Elle lui manque. Elle est partie en voyage avec le lycée. Et elle est restée de l'autre côté. Alex descend. Il prépare son goûter et allume la télé. Derrière son micro, le journaliste parle d'un ton grave. Peur sur la petite ville de Needlebrook. La nuit dernière, le tueur en série a fait 3 nouvelles victimes. Les habitants de Needlebrook ne doivent pas sortir après 18 heures. Je répète, restez chez vous dès que la nuit tombe. Vous risquez votre vie. Alex a peur. Personne ne sait vraiment ce qui arrive. Il y a des militaires plein les rues, mais les meurtres continuent. Toutes les nuits, de nouvelles victimes. Maintenant, le soir arrive, et son père n'est toujours pas là. La chose se réveille. La nuit tombe, elle a faim. Une faim terrible. Depuis quelques jours, elle ne trouve plus de nourriture. Les habitants se cachent. Il y a aussi des hommes, des armes, des chiens. Elle a faim, elle a vraiment faim. Au lycée, on ne parle plus que du tueur. Peut-être un fou sorti d'une prison ou d'un hôpital. Alex, lui, a une autre idée. Il pense que ce n'est pas un homme, mais un extraterrestre. Il a vu dans un film que les extraterrestres veulent envahir la Terre. Ils ont besoin de sang humain pour leurs expériences. 19 heures sonnent et son père n'arrive pas. Alex est inquiet. Fou ou extraterrestre, son père ne sera pas la prochaine victime. Une sonnerie retentit. 2 sonneries. 3 sonneries. Alex se précipite vers le téléphone. « Allô? C'est toi, Marine? » « Oui, tout va bien. »« Non, papa n'est pas là. Il te téléphonera. »« Oui, moi aussi. T'en fais pas. » Quelqu'un! Enfin! Un homme traverse la place. La chose le suit caché dans l'ombre. Elle va lui sauter à la gorge. Mais soudain, l'homme passe dans la lumière.
Elle recule. Puis, il ouvre une porte et disparaît. La chose grogne. Elle s'enfuit dans la nuit. Alex, tu es là? Le garçon sursaute. Son père, enfin. Il se précipite dans l'entrée. Bonsoir, papa. Monsieur Allard enlève sa veste. Il semble fatigué. Tu as l'air inquiet, papa. Un peu. Ta sœur est hors de danger, mais pas toi. Si je pouvais te faire sortir de la ville. Tu sais ce qui se passe ici? J'ai mon idée. Et c'est grave? Oui. Alex regarde le visage de son père. Il comprend que ce n'est pas la peine d'insister. La chose passe devant une vitrine. Elle se regarde, mais ne voit rien. Elle n'a pas de reflet. Pourtant, elle sait qu'elle est jolie. Elle ressemble à une fille de 15 ans, aux cheveux noirs et aux yeux de feu. Ses longues dents brillent dans la lumière. Soudain, elle dresse la tête. Elle a entendu quelque chose. Chapitre 3. Demain, la fin du monde. Le lendemain. Quand le soleil se lève, la chose revient dans le sous-sol. Elle se couche dans la caisse et s'endort. Elle fait toujours le même rêve. Elle voit un garçon, il lui ressemble, il est jeune et beau. Il ouvre le couvercle de la caisse et... Écoute, Alex, je pense que tu as l'âge de comprendre. Alex ne répond pas. Il n'a pas envie d'entendre la suite. Quand son père dit « tu as l'âge de comprendre », c'est toujours une mauvaise nouvelle. Mais Monsieur Allard ne termine pas sa phrase. Quelqu'un sonne à la porte. « Je vais voir, papa. » Derrière la porte, un homme aux cheveux noirs et au visage souriant. Alex se dit qu'il l'a déjà vu quelque part. Il ressemble à... il ne sait plus qui. L'homme, en imperméable, lui tend la main. « Bonjour, je suis Félix Milder, du ministère de la Sécurité. Je veux parler à Stéphane Allard. » Alex le fait entrer. Son père arrive. « Milder, je suis content de vous voir. C'est terrible ce qui se passe ici. » « C'est si grave que ça? » « Oui. » L'homme baisse la voix. « Nous pouvons parler devant votre fils? » « Oui, il a l'âge de comprendre. » Encore cette phrase, se dit Alex. Son père reprend. « Nous avons eu 3 morts la nuit dernière. Et combien d'habitants vont mourir la nuit prochaine? Nous ne savons plus quoi faire. Vous pouvez nous aider. Je vais essayer, mais je veux voir les victimes. Où sont-elles? À la mairie. C'est juste devant. Venez, je vais vous montrer. Stéphane Allard croise le regard de son fils. Il sent qu'Alex veut lui demander quelque chose. « Alex, tu peux venir avec nous. »« D'accord, j'arrive. » Alex met un pull. Il veut savoir. Après tout, à 15 ans, il a l'âge de comprendre, comme dit son père. Bizarrement, il s'attend au pire. Et il a raison. Même en plein jour, la ville est vide. 3 ombres traversent la place de la mairie. 2 hommes et un jeune garçon aux cheveux noirs. Après le vieux clochard, explique Monsieur Allard, il y a eu 27 victimes. 2 ou 3 chaque nuit. Des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux. La secrétaire de la mairie était la 3e victime. Elle voulait me dire quelque chose au sujet de Monsieur Schubert. Je ne saurais jamais quoi. Ce n'est donc pas un tueur en série, dit Milder. Ils choisissent toujours les mêmes victimes. Vous avez raison. C'est autre chose.
Un animal peut-être? Alex pense aux extraterrestres. Dans l'entrée de la mairie, personne. Tout est silencieux. Alex veut suivre les deux hommes, mais son père lui montre une chaise, près d'une porte. Toi, mon garçon, tu nous attends là. Tu as l'âge de comprendre, mais pas de tout voir. Alex grogne. Il n'est pas content. Il pensait trouver une trace des extraterrestres quelque part sur les victimes. Son père ouvre la grande salle. Suivez-moi, Milder, s'il vous plaît. On entend des voix à travers la porte. Celle de son père et celle de Milder. Alex écoute. Et ce qu'il entend le fait trembler. Voici les 3 morts de la nuit dernière, annonce M. Allard. Ils ont été vidés de leur sang jusqu'à la dernière goutte. Je n'ai jamais vu ça. Regardez leur gorge. Mais ils ont été mordus. Et là, regardez bien, on voit des traces de dents. Et ça ne ressemble pas aux dents d'un animal, ni d'un homme. Alors qu'est-ce que c'est? Demande Stéphane Allard d'une voix inquiète. Je n'ose pas vous dire ce que j'en pense. Pas ici, en tout cas. Vous avez raison. Allons dans mon bureau. Les 2 hommes s'enferment dans le bureau et Alex n'entend plus rien. Mais il en sait assez. Les morsures. Ce ne sont pas des extraterrestres, mais des vampires. Et c'est pire. Il se lève de sa chaise, regarde autour de lui. Personne. Il va jusqu'au bout du couloir. Alex voit la porte du sous-sol rester ouverte. Il peut descendre par un petit escalier, comme dans ses jeux vidéo préférés. Il n'hésite pas. La chose sait qu'il viendra. Elle l'attend, au fond de son sommeil. Bien sûr, elle va le mordre. Une seule morsure suffit. Et tous les deux, ils seront invincibles. Alors, qu'en pensez-vous, Milder? Debout devant sa fenêtre, Félix Milder réfléchit. Assis à son bureau, M. Allard attend qu'il parle. Cette chose n'est pas un animal, ni un être humain, annonce Milder. Quoi alors? C'est une goule. Une goule? Une femme vampire. Un vampire? Vous croyez à ces bêtises-là? Ce ne sont pas des bêtises. Et c'est très grave. La nuit, elle tue pour se nourrir. Mais bientôt, elle voudra un autre vampire avec elle. Elle va mordre quelqu'un. Quelqu'un qui lui ressemble, sans le vider de son sang. Et ce vampire mordra d'autres gens, qui en mordront d'autres. C'est donc la fin du monde? Peut-être. Si cette goule arrive à sortir de la ville, c'est la fin des êtres humains. Monsieur Allard est inquiet. Quel terrible danger. Pour lui, pour son fils, pour les habitants de Nidelbruck, et pour tous les êtres humains. Milder reprend. La goule se cache quelque part. Peut-être tout près d'ici. Le jour, elle dort. Il faut la retrouver avant la nuit et la tuer. Eh bien, on va chercher dans toute la ville. Je vais prévenir l'armée. Stéphane Allard prend son téléphone. Et comment peut-on la tuer, votre goule? Dites aux militaires de mettre des balles en argent dans leurs armes. Il y a aussi la lumière. Le soleil tue les vampires. La chose sourit dans son sommeil. Une seule morsure. Il sera immortel, comme elle. Et tous les deux, ils deviendront les maîtres du monde.
Chapitre 4. Au sous-sol. Alex, où es-tu? Alex? Alex? Stéphane Allard cherche son fils. Il n'est plus sur sa chaise dans le couloir, ni devant la mairie. Mais où est donc ce garçon? Milder reste calme. Ne vous inquiétez pas, monsieur Allard. Votre fils n'est pas loin. Et puis, il ne risque rien quand le soleil brille. C'est la nuit que c'est dangereux. Qu'allons-nous faire? Nous allons chercher et tuer ce vampire. Tout à coup, la chose se réveille. Elle sent quelque chose. Il n'est pas loin, il arrive, il approche. Tout près, oui, tout près d'elle. Le sous-sol est sombre, très grand, plein de poussière. Alex regarde autour de lui. Des caisses de livres, des vieux meubles et une grande caisse dans un coin. C'est bizarre ici, murmure-t-il. Le jeune garçon fait quelques pas. Il hésite. Quels terribles ennemis vont sortir des coins sombres? Des vampires assoiffés de sang, comme dans Legacy of Kain 2? Soudain, Alex n'est plus Alex, mais Kain, le chasseur de vampires. La chose le sent. Il est à quelques mètres, il se rapproche encore. Elle est bien là, son âme sœur. Elle l'attend depuis si longtemps, une simple morsure pour la rendre éternelle. L'ennemi n'est pas loin. Kain le sait. Kain le sent. Il sort sa longue épée, la Soul River. Il fait 3 pas dans le sous-sol et s'arrête. Dans un coin sombre, une grande caisse en bois. Il s'approche. Qu'est-ce que c'est que ça? Alex regarde de plus près et lit les lettres presque effacées. Comte Drac, château de Moldavie. Une publicité annonce: avec la terre de cimetière, vos orchidées sont fières. Une caisse de terre, murmure Alex. Qu'est-ce qu'elle fait là? Cette caisse l'attire. C'est bizarre. Il avance. Il s'approche. Il veut soulever le couvercle. Le couvercle bouge et la chose attend, les yeux grands ouverts. Elle attend son âme sœur, une simple morsure pour la rendre immortelle. La voix de son père retentit au-dessus de sa tête. « Alex! Alex !» Alex lâche le couvercle. Il n'est pas dans un jeu vidéo, non. Il est dans la réalité. Une terrible réalité. « J'arrive, papa. J'arrive !» Alex secoue la poussière sur son pull. Il remonte l'escalier. Les longues dents de la chose mordent dans le vide. Son âme sœur lui a échappé. Mais elle reviendra bientôt, elle le sait, elle l'appelle. Chapitre 5. L'âme sœur. Le lendemain. Sur le mur, la photo du président. Et une grande table. Félix Milder est assis au milieu. À sa droite, Stéphane Allard. Et à sa gauche, son fils, Alex. Devant eux, la salle de la mairie est pleine de monde. Milder explique aux journalistes ce qu'est une goule et quels sont ses pouvoirs. C'était un monstre dangereux. Et ce monstre a tué tous ces gens? Demande un vieux monsieur. Oui, la goule avait besoin de sang pour se nourrir. Qu'est-ce qu'elle voulait? La goule cherchait son âme sœur. Et après? Demande une jeune femme. Après, le règne des vampires pouvait commencer. On a eu de la chance, murmure une voix. Milder regarde Alex.
Un garçon courageux. Il a eu beaucoup de chance. Stéphane Allard prend la parole. Il explique que la goule est bien morte. L'armée a tout nettoyé. Il n'y a plus de vampires à Nidelbruck. Et si ça recommence dans une autre ville, demande quelqu'un. Impossible. On ne peut plus vendre ni acheter de la terre des Carpates. Elle est interdite. Il n'y a plus à avoir peur. Tant mieux, soupire quelqu'un. Alex a un peu peur. Les micros se tendent vers lui, comme des serpents qui dressent la tête. Il y a aussi les flashs des photographes. Et vous, Alex, comment avez-vous trouvé le monstre ? Demande une journaliste de la télé. C'est à cause de Legacy of Kain, le jeu vidéo. Mais comment ? La première fois que je suis allé au sous-sol, je n'ai rien vu, explique Alex. Il y avait des vieilles choses et une caisse de terre dans un coin. Quand je suis rentré chez moi, j'ai allumé ma console de jeu. Et alors ? Au 3e niveau du jeu, Kain trouve la goule, son ennemi de toujours, dans un cimetière des Carpates. J'ai tout de suite pensé à la caisse de terre. Alors, j'ai deviné qu'elle était là-bas, bien cachée. Alex n'avouera pas qu'il n'a rien deviné. Non, il l'a sentie. Elle l'appelait. Elle l'attirait. Il devait revenir au sous-sol. À quoi ressemblait-elle ? Je n'ai vu que ses yeux, des yeux terribles, et sa bouche, si rouge, des dents longues, longues. Il y a des choses qu'Alex ne dira jamais à personne, et surtout pas aux journalistes. Il ne leur dira pas que la goule ressemblait à sa sœur. Les mêmes cheveux noirs, le même visage. Il a cru que Marine avait trouvé un moyen d'entrer dans la ville. Marine ? Mais qu'est-ce que tu fais là ? Elle l'a regardé. Ses yeux de feu brillaient, une lumière surnaturelle. Sa bouche rouge, si rouge, s'est ouverte. Alors, Alex a vu ses dents, si longues. Ce n'était pas Marine, non, mais autre chose. Il a eu peur, très peur, mais il ne pouvait plus bouger, paralysé. Les micros sont toujours tendus vers lui. Alex, racontez-nous ce qui s'est passé au sous-sol, demande quelqu'un. Oui, racontez-nous tout, dit un autre. Je veux une interview pour mon magazine. Non, c'est pour moi, je suis arrivé le premier. Alex laisse les journalistes se disputer. Il ne dira rien, non. Il n'avouera jamais qu'il était attiré par les dents de la goule, avec une envie terrible de se laisser mordre. Dans sa tête, la voix de sa sœur lui disait « Tu es mon âme sœur, laisse-moi faire. Tu deviendras immortel toi aussi. » Une simple morsure suffisait. Une petite morsure. Le temps passait. Alex restait paralysé. Il regardait la goule. Il écoutait sa voix. Il attendait. « Et qu'est-ce qui s'est passé ?» demande quelqu'un. « Eh bien, répond Alex, j'ai soulevé le couvercle. Un rayon de soleil est tombé sur la chose. Elle a poussé un cri terrible et elle a pris feu. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Quand Alex a réussi à bouger, le soleil se couchait et la goule souriait. Bientôt la nuit. Bientôt, elle pourrait le mordre. Il deviendrait vampire. Il serait immortel. Alex a entendu la voix de son père qui l'appelait dehors. Et la voix de Milder qui expliquait aux militaires que la goule craint la lumière. Son père, Milder, les habitants de Nidelbruck, sa sœur Marine. Non, il ne voulait pas devenir un vampire. Il ne voulait mordre personne, ni son père, ni sa sœur, non, pas de question. Il a crié « Non, je ne veux pas, je ne veux pas !» Et il a enfin réussi à bouger. Alors, il a tiré et poussé la lourde caisse devant une petite fenêtre.
vers le dernier rayon de lumière. Il pleurait quand elle s'est enflammée. Chapitre 6 15 jours plus tard. L'armée est partie, et les journalistes aussi. Niedelbrück a retrouvé son calme. Enfin, presque. Dans une vieille maison, vers la sortie de la ville, un chauffeur charge un camion. Le fils de René Schubert vide la maison de son père. Les meubles, les vieux souvenirs, les orchidées disparaissent dans le camion noir. Maintenant, on vide le sous-sol. Monsieur Schubert, venez voir. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Au fond, dans le coin le plus sombre, 3 caisses oubliées attendent. Qu'est-ce que c'est? De la terre des Carpates, je crois. C'est interdit maintenant, dit un homme. Oui, mais c'est cher. Très cher, répond le fils. Allez, on les prend. Les hommes sortent les caisses. Ils les chargent sur le camion et grognent. Elles sont lourdes, très, très lourdes. Ça y est, c'est fini. Le camion peut partir. Pour Arles, une petite ville tranquille du sud de la France.